Paula Forteza, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée non inscrite et vous représentez les Français établis hors de France, plus précisément ceux de la deuxième circonscription, c'est-à-dire Amérique du Sud, Amérique latine, les Antilles. Donc vous êtes au cœur de ce qui se passe en ce moment, en l'occurrence les mesures de restriction contre la circulation des habitants qui viennent de ces pays, français ou non français. Ils auront à respecter une quarantaine quand ils arriveront sur notre pays. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce qu'elle est insuffisante? Il fallait supprimer tous les vols. Est-ce qu'elle est excessive? Parce que pour nos compatriotes notamment, c'est un peu contraignant, voire humiliant. Je pense que ça va dans le bon sens. La question des variants brésiliens, indiens, il faut le prendre très au sérieux. Ce qui était une mesure trop dure était la suspension des vols. Je pense que là, on allait trop loin parce qu'il faut rappeler qu'il y a un droit constitutionnel des Français de l'étranger à rejoindre leur pays. Donc, on ne peut pas leur interdire l'entrée dans le territoire français. Mais le fait de renforcer les mesures sanitaires à l'arrivée sur le territoire, ça va dans le bon sens. C'était ce que je préconisais depuis quelques semaines. Est-ce qu'il ne faudrait pas assortir cela pour les Français de ces régions d'une priorité à la vaccination? S'ils reviennent en France, est-ce qu'on ne doit pas les vacciner tout de suite? Alors ça, c'est quelque chose aussi on a énormément de demandes de Français de l'étranger qui ne peuvent pas se vacciner sur place dans le pays où ils sont ou qui ont accès à des vaccins qui ne sont pas validés par l'Union européenne. Par exemple, le vaccin chinois. Exactement. Et dans ces cas-là, ils souhaitent revenir en France pour se faire vacciner. Je pense que oui, on peut leur donner une priorité pour qu'ils puissent le faire dans des temps qui leur sont impartis. Alors la confiance dans le vaccin en général monte, mais dans le vaccin AstraZeneca baisse. Est-ce qu'il faut abaisser l'âge, au-dessus de 55 ans pour l'instant? Est-ce qu'il faut imposer le vaccin? C'est le médecin qui choisit, le patient n'a pas son mot à dire. Est-ce qu'il faut durcir? Moi, je pense que la campagne de vaccination, elle a eu du retard à l'allumage, mais là, maintenant, elle va dans le bon sens. On a un rythme de croisière qui aboutit à avoir presque 180 000 vaccinations par jour. Donc, on va dans le bon sens. Je ne pense pas qu'il faille obliger qui que ce soit à se faire vacciner, mais oui, faire des campagnes pour rassurer la population. Il faut vacciner. C'est la seule solution, la seule sortie qu'on ait à cette crise. Le but, c'est de retrouver le plus vite possible une vie normale. Le gouvernement espère ouvrir les terrasses de restaurants à la mi-mai, les lieux de culture ensuite. Est-ce que c'est une bonne volonté politique ou est-ce qu'au contraire, c'est trop tôt, l'épidémie ne baisse pas? Pour l'instant, c'est vrai que ce que nous disent les épidémiologistes, c'est qu'on est plutôt dans un plateau à haut niveau. Donc, on n'a pas encore de perspective de réouverture possible dans l'immédiat. C'est pour ça qu'il faut mettre toute l'énergie dans la vaccination. Je crois que c'est la seule façon de pouvoir relâcher dans les prochains mois et de pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Et rouvrir les écoles lundi prochain, les écoles primaires et maternelles, c'est casse-cou? Moi, je crois que ça, par contre, c'est très important. On se rend compte que les parents ne peuvent pas télétravailler et prendre soin de leurs enfants en même temps. Je crois qu'il faut vraiment donner un souffle aussi aux familles. En Argentine, au Brésil, vos électeurs, ils envoient leurs enfants à l'école ou tout est fermé? Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Par exemple, le Brésil, ce qu'on sait, c'est que les mesures, elles sont prises par État. Elles viennent. On a du mal parfois à suivre. Je discutais justement hier avec l'ambassadrice sur place. Les citoyens ont du mal à suivre quelles sont les mesures qui sont en place. On sait que voilà, la prise en charge de cette épidémie par Bolsonaro a été catastrophique. Et là, j'en appelle vraiment à sa responsabilité, à celle de son gouvernement. Emmanuel Macron a opéré hier une sorte de virage sécuritaire. Les Français vont voir du bleu partout, dit-il, c'est-à-dire des policiers. Est-ce que vous êtes dans cette ligne-là ou est-ce qu'il va trop à droite? Alors, globalement, il y a une dérive sécuritaire. Par contre, il y a eu plusieurs annonces hier. Moi, je pense que d'avoir plus d'effectifs sur le territoire, c'est une bonne mesure. Je pense que d'avoir des policiers sur le terrain qui seront visibles, qui seront présents, ça va dans le bon sens. Par contre, il y a eu aussi d'autres annonces concernant les stupéfiants, concernant les drogues, qui, je pense, ne sont pas la bonne approche, la plus efficace que l'on puisse attendre. Alors lui, il a dit, le président, qu'il voulait frapper à tous les étages, consommateurs, dealers, gros trafiquants, mais il dit quand même qu'il faudra avoir un grand débat national sur ce sujet. Donc vous pensez que la porte est encore ouverte à la réflexion sur la dépénalisation ?
Je pense en tout cas, dans la majorité à l'Assemblée nationale, c'est une mesure qui commence à faire son chemin. Mais ce que j'entends de la part du président lui-même du gouvernement, c'est que les portes seraient plutôt fermées, alors que je pense que d'expérimenter, d'encadrer, de réguler serait beaucoup plus efficace que de rester sur une approche punitive. On le voit en France, on a un des cadres législatifs, juridiques sur cette question les plus contraints, mais en même temps, on est un des pays qui consomme le plus. Donc, cette approche n'est pas la bonne. Le président a annoncé aussi la construction de places de prison supplémentaires. Est-ce que ça, c'est une nécessité, hélas, ou est-ce que c'est aussi du sécuritaire excessif ? Il faut réfléchir aux conditions. Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois, a fait un grand travail sur la question de, par exemple, les prisons à l'air libre ou la question aussi de comment est-ce qu'on réinsère les personnes dans la société une fois qu'ils ont accompli leur peine. Je crois que ce n'est pas qu'une question de place de prison. Il faut penser à la question de façon plus complexe, plus globale. La réponse de Marine Le Pen aux propositions du président hier a été immédiate et rude. Les Français ont glissé vers une vie pénible, dit-elle, de l'insécurité à l'ensauvagement et à la barbarie. Qu'est-ce que ça nous annonce pour la campagne présidentielle ? Il ne faut pas se laisser enfermer dans ces sujets-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres priorités pour la société française. On voit l'urgence climatique, les questions sociales, la crise économique qui va s'annoncer après cette épidémie. Il ne faut pas que ce sujet prenne tout l'ensemble des débats. Ce n'est pas la priorité absolue. Alors l'urgence climatique, justement, l'Assemblée en a débattu, on en a beaucoup parlé. Emmanuel Macron fait son mea culpa devant une chaîne de télé américaine. Il regrette de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir saisi l'urgence climatique. Vous lui donnez acte ? Cette loi, elle reste encore insuffisante. Mais c'est un pas dans la bonne direction. C'est un pas dans la bonne direction, mais elle est insuffisante et elle est déceptive par rapport à l'engagement aussi des citoyens dans cette convention citoyenne et aux attentes de la population. On a plusieurs mesures où les indicateurs, les calendriers sont pas les bons, où on est au-deçà de ce que la convention citoyenne avait proposé. Donc je pense qu'on doit aller beaucoup plus vite. Et pourtant, supprimer des lignes aériennes, vu l'état de l'industrie aéronautique, interdire de louer des passoires thermiques dans quelques années, en 2028, ce sont des mesures fortes pour ceux qui vont être concernés. Sur les lignes aériennes, par exemple, la Convention citoyenne avait proposé qu'on enlève celles où il y a des alternatives à 4 heures. Là, on est à 2h30. Donc à chaque fois, c'est encore moindre de ce que les citoyens étaient prêts à accepter. Oui, mais 4 heures, c'était supprimer 30% des lignes intérieures. 2h30, c'est 12%. Encore une fois, avec l'économie effondrée que nous avons maintenant, est-ce que 12%, c'est déjà pas beaucoup comme effort ? C'est un effort, mais l'urgence, elle est beaucoup plus importante que cela. Il faut aller plus vite. On a d'autres mesures, par exemple, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Là aussi, on reste sur des incitations, alors qu'il faudrait obliger et en même temps donner un soutien économique aux foyers les plus modestes pour qu'ils arrivent à le faire. Tout ça ne va pas au bon rythme. Mais le crime d'écocide a été voté. Pour toutes les pollutions intentionnelles, il y aura crime d'écocide. Ça, c'est une victoire importante. Ça, c'est une victoire importante. Mais plein d'autres sujets n'ont même pas été traités. Je pense par exemple au numérique. Le numérique a été le grand absent de cette loi climat. Moi, je portais une mesure très simple qui était de faire en sorte que nos appareils soient plus durables et qu'on n'ait pas à les changer tous les 2 ans. Donc, qu'il y ait des garanties sur l'appareil, sur le logiciel pour que ça puisse durer davantage. Ça n'a même pas pu être débattu parce que ça ne faisait pas partie du texte initial. Nos amendements ont été rejetés, on n'a même pas pu les débattre. Donc nous, avec notre collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, on a créé ce qu'on a appelé un vrai débat sur Twitch, donc un débat sans filtre, où on a discuté avec la société civile tous les sujets qui n'ont pas pu être traités dans ce texte. Alors on voit bien la logique politique des choix gouvernementaux, c'est ne pas fâcher, parce que si on durcit sur les logements, sur les transports, eh bien on va réveiller les gilets jaunes. Je pense pas, c'est justement, il faut
aider les populations à aller dans ce sens. Il ne faut pas opposer, il faut qu'on arrête d'opposer écologie et social. Ça peut aller main dans la main. On le voit tous les jours. On le voit, voilà, les agriculteurs qui deviennent bio et qui en sont fiers et qui en font un argument aussi de vente et concurrentiel. Donc, je pense qu'il y a énormément de pistes pour qu'on arrête d'opposer écologie et social. Alors, vous et vos amis, vous aviez ce groupe à l'Assemblée, vous l'avez perdu pour des raisons d'effectifs. Où sentez-vous le mieux incarner vos idées ? Chez Europe Écologie Les Verts, votre financement en tant que député, vous l'avez affecté, Europe Écologie Les Verts. Dans une gauche qui essaye de se verdir, chez Jean-Luc Mélenchon qui met l'eau en ce moment en avant et toujours les débats écologiques, où êtes-vous ? Où vous reconnaissez-vous ? Alors moi, j'ai décidé de rester indépendante, autonome, donc j'ai intégré aucun parti et j'ai toujours travaillé sur les dynamiques citoyennes qui proviennent de la société civile et je pense que l'union de la gauche, de l'écologie ne pourra pas faire l'impasse de cette composante citoyenne. Ce qui s'est passé samedi, c'est-à-dire une première réunion de toutes les composantes de la gauche politique, est-ce que c'est un mouvement qui vous intéresse à l'avenir pour porter ces dynamiques-là ? Évidemment, ça m'intéresse, mais pour l'instant, ça reste en fait des étiquettes de partis. Et ce qu'on a vu en 2017, et ça je ne le renie pas, même si l'évolution de la politique du gouvernement ne me plaît pas, c'est que les Français ont exprimé qu'ils ne voulaient pas être à la merci des appareils politiques. Et donc ça, il faut qu'on l'entende. Les partis politiques aujourd'hui ne peuvent pas en fait incarner ou traiter des électorats comme si c'était des chasses gardées. Il faut vraiment qu'ils s'ouvrent aux dynamiques citoyennes et il faut qu'ils laissent la place aussi à des citoyens qui sont de plus en plus exigeants et indépendants et autonomes. De ce côté-là, fonctionner par convention citoyenne sur des tas de sujets, il y a eu l'écologie, ça pourrait être demain la bioéthique ou autre chose, c'est une bonne méthodologie ? Je pense que ça peut être intéressant, mais il faut derrière répondre et écouter et agir en conséquence. C'est-à-dire que là, on a eu une grande convention citoyenne, mais on n'a pas suivi les recommandations. Le dernier mot revient au Parlement, on écoute tout le monde. Voilà, mais les propositions de la Convention citoyenne n'ont même pas pu être débattues dans l'hémicycle. Le sans filtre, finalement, promis par le président, n'a pas eu lieu. Il y en a eu énormément des filtres. Vous êtes une élue rompue au numérique, vous évoquiez tout à l'heure les problèmes de pollution numérique. Craignez-vous pour 2022, pour la présidentielle, pour les législatives, le piratage, les hackers russes ou autres, les deepfakes, est-ce que c'est un vrai danger démocratique ? C'est un vrai danger. Il faut que tout le monde se prépare à ça, s'arme face à ces dangers. Et comment on s'arme ? Alors, il faut travailler sur ce qu'on appelle la viralité des contenus. Pas nécessairement être dans une approche punitive par rapport aux contenus et vouloir les retirer parce que c'est inefficace et on a des problèmes constitutionnels aussi par rapport à la liberté d'expression. Ce qu'il faut, c'est travailler sur les mécanismes de viralité et donc les réseaux sociaux vont devoir peut-être créer de nouvelles fonctionnalités ou créer plus de ce qu'on appelle la modération communautaire, c'est-à-dire donner à tous les utilisateurs la possibilité de modérer collectivement ces contenus. Finalement, combattre non par une loi, mais par la démocratie interne aux réseaux sociaux. Exactement, exactement. Paula Forteza, merci, bonne journée. Merci beaucoup.